Au sommaire de ce journal, nous allons à la découverte d'une Amazone du pain tissé au Burkina Faso. Dame Delma se bat depuis 51 ans pour la valorisation du consommant local. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a procédé au lancement du recrutement des appelés de la 79e promotion du service national pour le développement SND. S'adressant à la jeunesse, le chef du gouvernement les a encouragés à bâtir le Burkina Faso. Des détails de ses propos avec Odette Zouanguena. Vous, du service national de développement, vous êtes les jeunes du pays. C'est vous la pépinière. Demain, c'est pour vous. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour que demain, vous viviez mieux, ancré dans vos racines, dans votre culture et ouvert à l'univers. Donc, il vous revient de prendre conscience de cela. Et où que vous soyez, travaillez pour vous-même, pour votre famille, pour votre village, pour votre région, pour votre pays. Quand on parle de service national de développement, le tout se ramène à un seul mot, développement. C'est un service national pour le développement. Donc tout se ramène au mot développement. Mais qu'est-ce que le développement? Le développement n'est pas imitation. Il ne s'agit pas de chercher à vivre comme on le fait ailleurs, en Occident, ou n'importe où, mais de vivre selon ses propres conceptions et de chercher à s'épanouir, à vivre mieux aujourd'hui qu'on l'était hier, à vivre mieux demain qu'on l'est aujourd'hui. C'est ça le développement. Donc, développement par nos propres moyens. Développement pour notre propre pays, afin que le pays aussi rayonne. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le Burkina Faso n'est pas doté de beaucoup de ressources naturelles. Mais avec le peu qu'on a, on peut faire en sorte que ce pays soit envié et enviable. Et que d'autres viennent et aient envie de venir vivre et partager notre bonheur avec nous. Vous avez des pays qui ont tout, beaucoup de ressources naturelles, mais où l'envie d'y aller, d'aller vivre, n'existe pas. Parce que le pays n'a pas la paix. Parce qu'ils ne savent pas exploiter les ressources dont ils disposent. Donc, vous les jeunes, je m'adresse à vous, parce que le Burkina Faso de demain repose sur vous. Donc, c'est pour que vous en preniez conscience, que vous sachiez que votre avenir, c'est ici, c'est pas ailleurs. Donc, construisons-le ensemble, et c'est ce à quoi je vous invite, et ce à quoi j'invite tout le monde. Nous le disions en titre Zoom ce soir sur une Amazone du Faso d'Amfani au Burkina Faso. Dame Delma est l'une des femmes pionnières dans le domaine. 50 ans en arrière, le tissage était une activité réservée aux hommes. Mais ne dit-on pas qu'à cœur vaillant, rien d'impossible? Eh bien, 51 ans après, elle est à la tête de la fondation Adaja pour qui le pagne tissé n'a plus de secret. C'est un portrait dressé par Nathalie Ouedraogo et Gédéon Tapsoba. Les femmes ont toujours occupé des places primordiales dans les structures de leur nation et dans les luttes pour l'émancipation de leur peuple. À travers les générations, des femmes ont osé défier les mentalités limitatrices pour accomplir leurs rêves et rendre le monde meilleur. Aujourd'hui encore, et plus près de nous, celle qu'on appelle affectueusement Mama Delma, à la tête de la fondation Adaja, est le modèle de femme entreprenante et dynamique que les pionnières de la lutte pour l'émancipation de la femme ont rêvé depuis 1977. Sa fondation Adaja est composée de plusieurs activités dont la principale est la production du faso d'Amfani. En effet, de la filature à la teinture en passant par le bobinage pour parvenir au tissage, c'est une véritable usine qui appelle créativité, don de soi et endurance depuis plus de 50 ans. Ya yabo mam handa getinti
Mon entreprise aujourd'hui vient d'une vision. Lorsque je voyais les tisserands travailler, cela m'attirait beaucoup. Mais à cette époque, il n'était pas commun de voir des femmes tisserantes. Il n'y avait que les hommes qui faisaient ce travail, sauf qu'ils le faisaient assis à même le sol et malgré ma volonté, je n'arrivais pas à faire comme eux. C'est alors que de mèche avec mon époux, nous nous sommes assis pour réfléchir à la façon de concevoir un outil qui me permettrait de tisser plus facilement. Nous avons pu dessiner quelque chose et ensuite mon mari est allé voir le menuisier pour la fabrication. Avec ce dernier également, nous avons beaucoup travaillé. Il a fait 2 essais infructueux et ce n'est qu'au 3e essai que nous avons pu mettre en place le bois de tissage. À partir de là, j'ai commencé à tisser le faso d'Anfani et cela fait 51 ans aujourd'hui. Je suis reconnaissante à Dieu car c'est de lui que nous avons reçu l'intelligence et la sagesse pour concevoir toutes ces choses. Chemin faisant, le menuisier aussi fabriquait désormais ce bois de tissage pour vendre et moi aussi je ne faisais que partager mes connaissances. J'apprenais mon savoir-faire à qui voulait apprendre et ainsi le métier prenait de l'ampleur. D'ici à ce que le président Thomas Sankara prenne le pouvoir, j'avais déjà atteint un certain niveau dans cette activité. Je peux dire que cette activité n'a plus de secret pour moi et je reconnais que tout ça s'est fait par la grâce de Dieu. Tissu emblématique du Burkina Faso, la production du faso d'Anfani n'a fait que s'affirmer au fil des ans sur le marché national et international. Et celle de Mama Delma a le mérite d'utiliser des ressources locales plus respectueuses de l'environnement, mais aussi de préserver le savoir-faire ancestral. Un rêve devenu réalité à force de persévérance. Aujourd'hui, celle qui a eu la lourde tâche d'habiller des hommes d'État de son faso d'Anfani, parmi lesquels le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, peut être fier d'avoir accompli son plus grand rêve, celui de voir des femmes vulnérables retrouver l'espoir. Il y a si peu de femmes qui travaillent dans le monde séculier. J'ai alors pris cet engagement de pousser à la fois les femmes au chômage et les femmes illettrées. J'ai pris la ferme résolution de leur apprendre le métier afin qu'à leur tour, elles puissent le partager aux autres. C'est ainsi seulement par cette chaîne de partage du savoir-faire que j'ai pu venir en aide à de nombreuses femmes. Grâce à notre fondation Adaja, plusieurs femmes s'en sont sorties. Elles ont pu s'occuper de leurs enfants qui sont épanouis aujourd'hui. Et tout cela a pour objectif que nous sortions ensemble de la pauvreté. C'est vraiment cela mon cheval de bataille. J'ai compris que l'État ne pouvait pas nous venir tous en aide, mais que c'était à chacun de nous dans son domaine de se lever et de se donner la main d'association pour pouvoir sortir de la pauvreté. Parmi les nombreuses femmes qui sont passées par la fondation, il y a eu une en particulier dont je me rappelle l'histoire. C'était une femme dont le mari malade a fini par décéder, la laissant seule avec ses enfants, désormais exposés à la pauvreté. C'était si pénible pour cette dernière. Quand j'ai été la voir, elle était entre la vie et la mort et je l'ai amenée à l'hôpital. Je l'ai soignée et quand elle a repris des forces, je lui ai appris le métier. Elle a commencé à se prendre en main et aujourd'hui ses enfants sont tous à l'université. Elle a même eu les moyens pour acheter sa propre maison. Cette fondation a été une réelle bénédiction. Je sais qu'avant que je ne vienne ici, j'errais dans la rue à la recherche de quoi faire pour rentrer me nourrir mes enfants. Je ramassais par exemple les cailloux, mais parfois je retournais bredouille de cette activité et mes enfants pleuraient de faim. Mais dans mes recherches, j'ai découvert cet endroit et je me suis accrochée à maman. Elle a ainsi commencé à nous apprendre le métier petit à petit, d'essai en essai jusqu'à ce que nous maîtrisions le travail. Sinon, mon quotidien, c'était de me lever, d'errer dans les rues pour chercher à manger.
Mais le problème, c'est que lorsque tu sors ainsi pour chercher de quoi te nourrir, tu es exposé aux vices de la vie. Devant la pauvreté extrême, tu peux facilement emprunter des chemins détournés pour avoir de l'argent. C'était surtout cela le danger. Mais Dieu merci, aujourd'hui nous pouvons subvenir nous-mêmes à nos besoins et un homme ne peut pas nous impressionner avec de l'argent pour abuser de nous. La fondation Adaja a plusieurs cordes à son arc. Au tissage s'ajoutent d'autres activités comme l'assainissement, piloté par une centaine de femmes. Autant de canaux que cette mère Teresa utilise pour faire avancer ces femmes dont l'avenir était incertain. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe. Je n'avais rien à faire et ma situation était très précaire. Mais arrivé ici, on m'a appris un métier. Il s'agit de faire le tour des ménages pour les sensibiliser dans l'utilisation de leurs déchets. À nos débuts, nous pouvions remarquer que les gens ne géraient pas bien leurs déchets. Devant une porte, on pouvait retrouver beaucoup de saleté. Les enfants même faisaient leur sel devant les portes. Mais après notre passage, les gens ont bien compris et ils mettent beaucoup de précautions dans la gestion des déchets dans leur ménage. Nous voyons des quartiers plus propres et nous sommes très contentes car le message passe vraiment. Nous en profitons aussi pour scolariser nos enfants avec l'argent que nous gagnons. Et nous voilà très épanouis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette entreprise aille loin, car il n'y a aucune femme qui entre ici et qui n'obtient pas gain de cause, peu importe sa situation. Sur le chemin, tout n'a pas été facile. Mais le courage mélangé à la volonté de voir autrui réussir ont été les motivations pour tenir bon et les témoignages ne manquent pas. Pendant mes années de travail, je suis tombée malade à un moment donné. C'était une maladie grave et cela m'a valu d'être entre la vie et la mort. À l'hôpital, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi et on m'a ramenée à la maison. Pendant 8 mois, je suis restée couchée dans ma chambre. Et pendant cette période, tous ceux à qui j'ai tendu la main sont venus me visiter. Musulmans, catholiques, protestants, pasteurs, tous étaient là à la nouvelle de ma maladie. Il y en a même qui s'évanouissaient tellement ils étaient éprouvés de me voir ainsi. J'ai vraiment été entourée. Les gens se relayaient pour prier pour moi et la mobilisation était de taille. À chaque fois, ma maison était remplie de toutes ces personnes qui priaient Dieu pour que je me relève. Dieu a écouté les prières, il a eu pitié de moi et il m'a envoyé son secours pour me redonner la vie. Il a envoyé ses anges pour m'opérer et je me suis relevée de cette terrible maladie. Ce que je retiens de cette période, c'est que le bienfait n'est jamais perdu. Pourtant, après cela, je voulais abandonner le travail, mais je me suis donné du courage pour continuer. Vous savez, en aidant les autres, je croyais le faire pour les autres, mais dans ma maladie, j'ai compris que c'était à moi-même que je faisais du bien. Si j'étais une mégère, personne n'allait se soucier de moi, mais à cause du bienfait, les gens se sont souciés de moi au moment où je traversais la tempête. Ici se trouvent désormais des femmes engagées pour la survie quotidienne de leur foyer, de leur communauté et de leur nation. De nouveaux sillons ont ainsi été tracés pour ces nombreuses femmes qui ont désormais forgé en elles-mêmes le sens du courage et l'abnégation, un héritage pour les futures générations. La suite de ce journal, l'Institut biblique Holiab de la région de Signoguin a organisé une cérémonie de sortie de sa 10e promotion baptisée Les Témoins de Christ. L'Institut Holiab de Signoguin a dans son compteur plusieurs pasteurs qui y ont été formés en tant que laïcs, puis passés par les écoles de formation biblique selon le directeur de cette institution, Abibalaï Boureima, et
Gédéon Tapsoba pour le reportage. Les témoins de Christ, c'est leur nom de baptême. Eux, ce sont les lauréats de la 10e promotion de l'Institut biblique Oliab de la région ecclésiastique de Signoguin. Au nombre de 23, ces lauréats de la 10e promotion se disent prêts pour la cause de l'Évangile. L'ensemble des professeurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre formation qui a duré 3 ans et qui a été récompensée par un diplôme. Nous leur disons merci pour la formation qu'ils nous ont dispensée. Avec l'accompagnement de Dieu, comme le docteur Jafté l'a dit, avec le Saint-Esprit, je pense que nous allons pouvoir triompher dans le ministère. Mam Souria no wusro runda zabra wennam son songton ti yuma taba lone lafiwa ti ton pamre bangar ka ser seba ton kozone wennam ya ton wennam kelin ya tondo on songton ti tonre tum ning ton sen keda poa a Jésus mas mayinga. À en croire aux propos du directeur de l'Institut biblique Oliab de la région ecclésiastique de Signoguin, ceux qui ont reçu la formation pendant les années précédentes ont reçu l'appel et certains sont devenus des pasteurs. Ils sont venus se former pour pouvoir mieux accompagner leurs pasteurs. Nous nous rendons compte qu'à partir de ces formations-là, alors il y a certains au bout, après les 3 ans, alors ils plient leur bagage dans nos instituts, soit à Narbagaré, d'autres sont allés au niveau de notre institut Fatihat, d'autres sont allés au niveau de Bobo Dioulasso, à d'autres instituts. En tout cas, on sent qu'à partir de cette formation, ça fait naître ou ça les a permis à prendre conscience de leur appel et ils ont obéi. Voilà, donc on est vraiment fiers de ce qui se passe. Pour ces lauréats, ce que je leur demande, c'est à leur sortie qu'ils fassent comme leur nom de baptême le dit. Ils sont des témoins. Et un témoin, pas nécessaire qu'il reste sur place. Il doit souvent quitter certains endroits pour aller dans d'autres endroits pour témoigner. Et témoigner de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a entendu. Donc je souhaite vraiment qu'il, en tout cas, emboîte ce verset-là pour qu'ils mettent en pratique, en tout cas, ce qu'ils ont choisi comme nom de baptême. Être vraiment des vrais témoins. À l'occasion de cette cérémonie de sortie, un message sur les caractéristiques d'un témoin de Christ a été donné aux lauréats par le vice-président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous avons parlé alors, de certaines caractéristiques d'un vrai témoin de Christ. Et nous avons dit d'abord qu'il fallait être appelé par le Seigneur, parce que si le Seigneur ne t'appelle pas et que tu viennes, alors tu risques de faire plus de dégâts que du bien. Ensuite, il faut aussi être quelqu'un qui soit prêt à se donner sans réserve, en acceptant de quitter son zone de confort. Certainement, il y aura des sacrifices, soit de son emploi, de son service, en tout cas pour pouvoir se donner totalement pour l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu que aussi le serviteur, le témoin de Christ, devrait témoigner de ce qu'il a vu, entendu. Ça veut dire qu'il doit d'abord connaître réellement Christ, pour pouvoir bien parler de lui. Et le message qu'il doit apporter, c'est sa parole, la parole de Dieu. Alors, ne pas aller à gauche ni à droite, mais aller directement dans la parole de Dieu et ne pas suivre certaines personnes qui prêchent autre chose actuellement. Il faut rester sur le message pur de l'Évangile. Le directeur de l'Institut biblique Oliab de Signoguin s'est réjoui de la maturité des étudiants qui viennent. Il a également exhorté aux lauréats de la promotion sortante d'être des modèles, des vrais témoins de Christ dans leur assemblée et entourage. La fenêtre internationale dans cette édition, un clin d'œil au Bénin où la difficile fin du carburant subventionné du Nigeria ne passe pas. En effet, le litre d'essence qui était vendu il y a quelques jours à 350 francs sur le bord des routes est passé à 700 francs CFA, soit une hausse de 100%.
Au Bénin, le litre d'essence vendu sur le bord des routes a considérablement doublé, passant de 350 francs à 700 francs, soit 1,5 $. La raison, la fin des subventions sur le carburant actée le 29 mai dernier par le nouveau président nigérian Bola Tinubu. Si cette essence importée illégalement du Nigeria fait vivre les mototaxis, elle réduisait la recette fiscale de l'État. Cette augmentation du prix du carburant nous a tous surpris. Normalement, lorsqu'un nouveau président arrive au pouvoir, la population devrait bénéficier de quelques avantages ou faveurs avant que les choses difficiles ne commencent. Mais le jour où le président nigérian a pris le pouvoir, l'essence a immédiatement augmenté. Cela nous a tous surpris. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de stations-service. Mais quand vous y allez, on vous dit qu'il n'y a pas d'essence. Et cela ne nous aide pas. L'État doit prendre ses responsabilités pour que nous ayons du carburant dans les stations-service et que nous évitions les files d'attente. En attendant, à Cotonou, le prix de la course de taxi a presque doublé et devant les stations-service, de longues files d'attente sont désormais visibles aux heures de pointe. Les présidents algériens et russes se sont rencontrés à Moscou. Les deux hommes ont signé une déclaration sur un partenariat stratégique approfondi ainsi que d'autres accords. Suivez. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rencontré le président russe Vladimir Poutine lors d'une visite d'État à Moscou. Les deux dirigeants se sont engagés à approfondir le partenariat stratégique entre leurs deux pays, alors que le Kremlin poursuit sa stratégie diplomatique vers l'Asie et l'Afrique. L'Algérie est l'un des 3 principaux partenaires commerciaux de la Russie sur le continent africain. Hier, à ma connaissance, vous deviez participer au forum d'affaires russo-algérien. J'espère que l'intérêt des deux parties pour ce type d'événement ne fera que croître. Pour ce qui est de l'avenir, je tiens à souligner que nous serons heureux de vous voir à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet, à l'occasion du 2e sommet Russie-Afrique. Dans un contexte de rupture des liens avec l'Occident, M. Poutine cherche à renforcer ses relations avec les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Le Kremlin prévoit d'organiser un nouveau sommet sur l'Afrique en juillet à Saint-Pétersbourg, la 2e ville de Russie. C'est tout pour cette édition, dames et messieurs. Mais avant, comme tous les vendredis soirs à l'édition du journal télévisé, la pensée biblique du vendredi pour vous. Eh bien, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Luc 6, verset 38. Ce verset est souvent utilisé dans le contexte des offrandes pour l'œuvre du Seigneur. Pourtant, bien qu'il contienne un principe au sujet de l'argent, Jésus ne parlait pas d'abord de cela lorsqu'il a fait cette déclaration. Pour comprendre mieux ce verset, eh bien, je vous invite à examiner les versets 35 et 37 de l'évangile de Luc au chapitre 6. Jésus voulait en effet que nous saisissions cette vérité. Si vous donnez le pardon, si vous donnez l'amour, si vous donnez la miséricorde, en effet, ils vous reviennent en bonne mesure, tassés, secoués et débordants, bien entendu. Il veut que vous compreniez que dans la même mesure où vous offrez ces choses, ces dons vous reviendront nécessairement. De même, si vous jugez et condamnez les autres, devinez bien entendu ce qui vous sera rendu. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui, dames et messieurs, à devenir des personnes miséricordieuses sans rien chercher en retour. Faites-vous connaître comme quelqu'un qui reflète notre Dieu miséricordieux dans un monde brisé et désespérément en quête d'espoir. Merci pour votre constante fidélité, dames et messieurs. C'est tout pour ce soir, dis-je tantôt. Nous vous souhaitons un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de la famille, toujours en compagnie de nos programmes, dis-je. On se souhaite bonne soirée. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Banfoura, c'est dans la Comoé.